Bonjour et bienvenue dans Quête, le podcast sur les Outre-mer. Moi, c'est Canel Louise Gabriel. Et moi, c'est Chloé Denis, journaliste au Monde. Et aujourd'hui, on reçoit Nora. Bonjour Nora. Bonjour. Tu es doctorante en histoire et histoire de l'art. Tu as notamment travaillé sur la culture musicale urbaine martiniquaise, son influence sur l'imaginaire et les représentations des jeunes entre 12 et 30 ans, et plus précisément sur le chata de 2008 à 2024. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler du chata. Vous avez déjà entendu ce son. Ou celui-ci. Il s'agit d'un sous-genre du dancehall, c'est le chata, donc qui vient de la Martinique. Et perso, j'écoute ça à peu près tous les jours, matin, midi et soir, très honnêtement. Mais sur le papier, ses lyrics et ses clips peuvent être perçus comme sexistes. Alors, grosse question, est-ce que le chata peut être féministe ? Eh bien, c'est ce qu'on a demandé à des personnes qu'on a croisées dans la rue pour notre séquence Look Pays. Moi, de ce que j'ai vu, c'était en boîte et tout. En soirée, c'était des femmes qui dansaient dessus de façon assez... Voilà, vulgaire, on va dire. C'est une musique très sexuelle dans son essence. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qui marche le plus, en tout cas les sons masculins, c'est très axé sur la sexualisation de la femme. Les artistes masculins vont vraiment emprunter des codes à plein d'autres genres musicaux où en fait on est tout le temps à avoir, et sur les clips donc, et sur les visuels, des femmes qui sont presque nues et qui dansent. Et pour les hommes, les hommes dansent différemment sur le chata que les femmes. Qu'est-ce que tu en penses, Nora ? C'est quoi les clips que tu as le plus entendu sur le chata et à ton avis, d'où est-ce qu'ils peuvent venir ? Le chata a été créé par des hommes pour des femmes, pour faire danser les filles de manière sexuelle ou sexualisante. C'est un peu la débauche toute l'année. Un genre musical dans lequel les jeunes adolescents de l'époque, donc de 2008-2010, avaient envie et besoin de se lâcher, de se sentir libre en fait, dans un contexte néocolonial et post-grève 2009. Tout à l'heure, j'ai un petit peu défini ce qu'était le chata, donc là, tu es revenu un petit peu sur les bases. Mais est-ce que tu peux nous présenter, et notamment à travers ta thèse, dans quel contexte social précisément est-ce que ce genre musical a émergé ? Alors, ma thèse s'intitule Le chata en Martinique, genre, jeunesse et inégalité raciale dans une société postcoloniale 2008-2025. J'ai mené des entretiens avec les artistes à partir de questionnaires semi-directifs autour de ces thématiques. Le chata, donc, il s'est vraiment développé dans les quartiers populaires de Fort-de-France, mais aussi dans d'autres communes, soit de banlieue ou excentrées de la capitale. C'est des jeunes qui ont grandi dans des ghettos. Certains ne vont pas utiliser ce terme parce qu'il est extrêmement fort et péjoratif, mais il y avait, alors, bien évidemment, selon les quartiers, quand même un contexte de violence, de précarité, de pauvreté aussi. Donc l'épicentre, c'est Volga plage. Et puis ensuite, on a donc Trenel-Citron, on a Montgérald. On va aussi avoir Dillon. Donc, d'où sont originaires Kalash et Maureen, par exemple. On a aussi donc Schœlcher avec la Bilka Family, et puis Saint-Joseph avec les APK. Selon toi, quels sont les thèmes qui reviennent le plus souvent ? La fête. Okay. La fête, mais aussi la sexualité et les relations femmes-hommes. Oui. Parce que tu parlais du contexte dans lequel ça a été créé, donc tu parles de ghetto, même si on n'utilise pas forcément ce thème-là. Mais du coup, c'est pas forcément ce qui ressort quand on regarde les clips ou quand on écoute un peu les paroles. En fait, quand j'ai commencé mes recherches, on me disait que j'intellectualisais trop le chata et que le chata n'était pas politique. Et pour moi, le chata est éminemment politique. Quand j'analyse justement les discographies des artistes, la thématique sociale, les inégalités, par exemple là on parle beaucoup de la vie chère, les artistes sont extrêmement ancrés dans les réalités quotidiennes propres à la Martinique et aux Antilles. On peut même élargir à la Caraïbe. En fait, certains m'expliquaient qu'ils se font un peu les journalistes de leur quartier, mais en fait, l'instru, elle est tellement dansante qu'on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'il y a des messages. Et le chata a été critiqué justement par rapport à ce type d'instru jugé un peu trop simpliste. Par exemple, DJ Shinwax, l'année dernière, a sorti le titre Mafia, dans lequel il parle justement de ces réalités néocoloniales. Sage, dans Tanaland, dans son clip, surtout, elle a donné des références à la vie chère. Ils sont très engagés d'une certaine manière. Parfois, ils ne sont pas toujours en accord avec ce que signifie être engagé, parce que pour eux, ils sont là pour divertir le peuple, parce que le quotidien est tellement lourd
oppressant et difficile qu'on a besoin d'un échappatoire. Et cet échappatoire, c'est la fête, c'est cet esprit de débauche qui, normalement, n'a lieu qu'au moment du festival, sauf que là, le chata a démocratisé cette débauche. Tout à l'heure, on parlait de sexisme et d'hypersexualisation. Au début de l'année, il y a l'affaire MOB qui a secoué la Martinique et plus largement les Antilles-Guyane. Pour rappel, Charlie Cazel, MOB, est un artiste martiniquais qui est connu pour son son chata Coco l'échelle. Coco l'échelle. C'est un son dans lequel l'artiste fait pas mal de slut-shaming, donc le fait de stigmatiser et culpabiliser une femme pour une apparence, des attitudes jugées provocantes et sexuelles. L'artiste MOB a été condamné pour viol et agression sexuelle. Et sa condamnation a mis en lumière une culture du viol qui est présente aux Antilles. Disclaimer, elle n'est pas présente qu'aux Antilles, elle est présente partout dans le monde. Mais ça a un petit peu questionné le rôle que peut avoir la musique et notamment le chata dans la culture du viol à travers des textes qui peuvent banaliser le slut-shaming, le non-consentement. Donc Nora, tu en as entendu parler, évidemment. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses ? C'est vraiment un genre musical qui a été construit par des jeunes hommes, certes pour des femmes, mais qui n'échappe pas à tous ces ressorts psychologiques et sociaux, qui sont peut-être plus forts dans un contexte insulaire. En Martinique, on a la figure de la femme potomitan, donc qui doit tout gérer. L'homme est reconnu comme étant volage, infidèle, mais c'est à retranscrire, je pense, dans un contexte plus général et global. C'est que on est donc dans une île avec une histoire coloniale. Les hommes n'ont pas appris à être pères, puisque les hommes n'étaient que des reproducteurs, des géniteurs. Ces sociétés, les sociétés ultramarines, ont encore ces stigmates. Après, il faut aussi, d'une certaine manière, se responsabiliser et faire preuve d'introspection, de travail personnel pour s'améliorer. Le chata, malheureusement, diffuse encore aujourd'hui ces caractéristiques sexistes, que ce soit le slut-shaming ou même de la misogynie. Et c'est pas juste les textes, c'est aussi la manière dont les artistes communiquent. Aujourd'hui, les artistes sont aussi des influenceurs. Et donc, ils ont aussi un rôle, en fait, en tant que représentants pour, entre guillemets, contribuer à éduquer les personnes qui les écoutent. Les chansons agissent aussi sur notre inconscient, sur notre conscient également. Et donc, lorsqu'on voit notamment des hommes mimer des rapports sexuels, des levrettes, dans des clips, des pochettes de singles ou des réels Instagram pour promouvoir un projet, ça met aussi les femmes en position d'objet, donc c'est de l'objectivation. Et donc, en fait, quel est le modèle social que l'on propose ? Comment devient-on un homme ? Qu'est-ce qu'un homme ? Comment devient-on une femme ? Qu'est-ce qu'une femme lorsqu'on a ce type de représentation ? Pour moi, il ne faut pas diaboliser, il faut plutôt faire preuve de pédagogie et d'explication. C'est important de pouvoir dire, à tel artiste, ta position, elle est un peu problématique pour telle raison. Moi, je t'enjoins à plutôt faire autrement, justement pour avoir un impact positif. Parler des textes, des lyrics, dans ton analyse, de quoi on parle exactement ? Parce que depuis tout à l'heure, on donne des exemples, mais quels sont les réels lyrics dont on parle ? Pour répondre à cette question, la journaliste chroniqueuse Astrid Jourmand nous a concocté une playlist punchline sexiste qu'on retrouve dans ce type de musique. Bonjour Astrid. Bonjour les filles. Alors effectivement, dans le chata, comme dans de nombreux autres genres musicaux, il est question d'ego trip et il y a beaucoup d'artistes masculins pour lesquels ça passe par l'objectification de la femme. Donc j'ai fait une sélection de 3 morceaux que je vais vous faire écouter. Pour le premier, on va commencer par Holiday de l'artiste Loco. Pardon. Ensuite, nous avons sélectionné Kalash et son morceau Lambi. Oui. Y'a Luca point tout, pas couille même si pas coûte. Y'a Luca point tout. Et enfin, je vous fais écouter un extrait de Applaudissements, un morceau de Natoxy. Alors déjà, très bon choix.
Alors, Volidé, je ne l'avais pas encore écouté, donc pour le coup, c'est une découverte. Qu'est-ce que je peux dire Même sur les paroles qu'on a entendues, qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, je pense que c'est important de garder à l'esprit que Le Chata, c'est une chanson festive, humoristique et à prendre aussi au second degré. Ce type de paroles provocatrices est en effet très problématique à l'encontre de l'image des femmes, puisque dans l'ambi, la femme, elle est vue comme un objet désiré. Kalash parle d'une femme rencontrée à l'occasion d'une soirée, donc en discothèque. Cette femme, elle est sexy, elle est désirable et tout. Et il a bien envie de planter sa tante. Ce qui m'a toujours posé question, c'est que où est le désir de la femme? Comment est-ce qu'on sait que la femme, non seulement est consentante, mais comment est-ce qu'on sait qu'elle a envie de lui? Et donc là, ces 3 chansons aborde plutôt, on va dire, le plaisir masculin. Et encore, c'est même pas tant le plaisir masculin, c'est le désir masculin. Il y a encore beaucoup de chansons qui ne parlent des femmes que de cette manière. La femme est vue comme un objet, voilà, on va la consommer le temps d'une soirée, on va l'aimer le temps d'une soirée, et puis ensuite, voilà, je ne veux pas dire qu'elle est jetable, mais on est aussi dans une société de consommation, et donc, voilà. Une fois que je l'ai prise, c'est bon. On a des chansons qui sont dans l'objectivation, dans la possession et la domination masculine sur les femmes. Moi, je chante ces chansons-là. Hein. Enfin, c'est des chansons, voilà. Enfin, le rythme est entraînant, donc forcément. Au début, lorsque j'ai commencé ma thèse, donc il y a 3 ans de ça, je ne parlais pas le créole martiniquais. Donc il y a des phrases comme ça qui par moments venaient et je me suis dit, mais hey, il est en train de dire ça en fait. Et donc là, je me dis, non, ça passe pas. Enfin, éthiquement, personnellement, je suis pas d'accord. Mais si je change de casquette et que je suis en mode juste j'ai envie de danser, bah ouais, ça passe. Maintenant qu'on a parlé de sexisme, parlons de féminisme, tu l'as un peu évoqué dans ta réponse précédente, donc les femmes qui s'emparent du chata, elles renversent les imaginaires, les rapports aussi et le regard qu'on peut avoir sur la femme. Est-ce que tu peux nous parler de la scène féministe chata? Quelles sont les principales actrices et qu'est-ce qu'elles ont apporté au chata? Les femmes arrivent très tôt dans le Chata Game. Henken en 2012 avec Walpa sur le 911 Riddim qui est d'origine saint-lucienne. Et dedans, elle y critique les femmes dites de mauvaise vie ou aux mœurs légères, donc les Walpa. Walpa, c'est l'équivalent jamaïcain de la cagole dans le sud de la France. Cette chanson est justement très intéressante parce qu'elle reprend cette image sexiste de la Walpa. Et donc ça pose aussi la question de la rivalité entre les femmes. Les femmes sexy, sexuellement actives, partout, malheureusement, sont jugées par leur père. On est en 2012, on a donc les anges de la télé-réalité avec Nabila, on a donc Kim Kardashian aussi qui est extrêmement connue à cette époque-là, donc qui démocratise d'une certaine manière le BBL. On a une sorte d'opposition entre les femmes dites naturelles et les femmes voilà, qui ont fait de la chirurgie esthétique. Et donc, il faut plutôt voir cette chanson comme voilà, une réflexion à apporter sur, encore une fois, c'est quoi être une femme et c'est quoi la féminité. Pour moi, les principales actrices, au sens où elles le disent publiquement, elles se revendiquent publiquement d'être féministes, on a Chrissy, Maureen et Sage. Par exemple, lors du festival We Love Green, Maureen a pris la parole, en plus j'y étais, elle s'est adressée aux femmes, mais surtout aux femmes mères, en disant mais vous êtes belles, vous êtes puissantes et vous pouvez tout faire. C'est pas parce que vous êtes mère que voilà vous vous êtes cantonnée à ce rôle. Chrissy, elle a fait on va dire une petite tournée. Fin juin, début juillet en hexagone. Mais ça veut dire en fait à chaque fois se séparer de son enfant. C'est aussi ça l'impact lorsqu'on doit quitter son île pour se développer au national et à l'international. Ça veut dire mettre de côté sa famille. Ensuite, comment les femmes réinvestissent la scène ?
Ben voilà, ça passe par exemple, les costumes. Travailler vraiment une esthétique. Il faut que ce soit quelque chose de punchy, de marquant. D'ailleurs, Chrissy me le disait, elle en fait plus que ses homologues masculins. Et ça, malheureusement, voilà, c'est un symptôme de la société patriarcale. Les femmes doivent en faire plus que les hommes. Et au niveau des paroles, est-ce que tu vois vraiment une différence dans le traitement des rapports hommes-femmes quand c'est une femme qui chante ? Elles sont dures avec les hommes et ça gêne. Elles revendiquent leur liberté, que ce soit leur liberté sexuelle, mais aussi leur liberté d'être, leur liberté de corps, leur liberté d'exister, tout simplement. Elles disent « je suis là, je suis comme ça ». Et en fait, si t'es pas là pour améliorer ma vie, en fait, t'as pas ta place. Et ça, c'est une position qui est assez nouvelle, qui s'inscrit aussi dans un contexte post-MeToo. On est encore une fois, dans une société insulaire, post-coloniale, dans laquelle on a encore cette figure de la femme potomitan. Et en fait, elle se réapproprie d'une certaine manière cette figure-là, en se disant, ok, je sais m'occuper des enfants, j'ai 2 emplois, une charge mentale monstrueuse. Donc ok, en fait, si t'es pas là pour améliorer ma vie, encore une fois, être un véritable partenaire, si tu n'es pas capable de te prendre en charge émotionnellement et psychologiquement, viens pas, je tiens à ma paix. Les femmes disent ça, je tiens à ma paix. Et ça me fait penser à la série Wish, qui est sortie il y a quelques mois, où justement un des personnages féminins disait mais moi j'ai le droit aussi, je suis libre de mon corps en fait, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Les femmes artistes de Chata, elles proclament ça. Les femmes se saisissent de tous les aspects de la société. C'est plus juste le couple. Est-ce que le Chata peut être vecteur d'une émancipation féminine ? Les femmes antillaises, afro-caribéennes ont beaucoup à apporter aux femmes de manière générale. L'afroféminisme caribéen a une approche différente. Il est peut-être plus frontal parce qu'au bout d'un moment, ça suffit de se faire marcher sur les pieds. Là, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et si elles dérangent, questionne-toi sur pourquoi ça te dérange et agis. Et agis de manière positive, en fait. C'est ce que les féministes disaient, soyez des alliés. Mais c'est pas juste quelque chose de conceptuel, c'est dans l'action. Elles viennent vraiment pousser un peu les hommes dans leur retranchement. Je te dis tes 4 vérités. Si elles parlent autant de ça et s'il y a autant de chansons sur ce sujet, c'est bien parce qu'il y a un problème. Les femmes parleront d'autres choses, peut-être de fêtes pures et de voyages, lorsque le sexisme et la misogynie n'existeront plus. Merci beaucoup pour ta conclusion. Et Merci maintenant, c'est le moment promo. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Sur Nora Doctorante, ma page Instagram, sur mon blog Voix d'Outre-mer sur medium.com, mais aussi sur TK Academy Arts, qui est une école de cours en ligne sur l'histoire caribéenne, notamment l'histoire de l'art. Et donc moi, je contribue au blog. Et on se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode de Quête.